Bonjour, je m'appelle Jean Floren, je suis kinésithérapeute à Poitiers. Je travaille pour la clinique du coureur à l'élaboration de nouveaux cours et j'ai également la chance d'être assistant speaker sur certains cours. Bienvenue aux 5 minutes de la clinique du coureur. Il y a une dizaine d'années, 6 cliniciens et une cogniticienne se sont réunis pour analyser et comprendre le processus du raisonnement clinique. De cette réunion, on est sorti un article publié dans la revue Medical Education en 2012, et de cet article est ressorti un modèle graphique, ici le modèle principal. Aujourd'hui, je vais vous parler du modèle simplifié. Le processus de raisonnement commence dès que le praticien a le dossier en main et qu'il va chercher son patient. Pendant cette courte période, le praticien commence à recueillir des indices qu'il va garder ou pas en fonction de la suite de la rencontre. Tout d'abord, il observe le patient. Est-ce qu'il lit? Peut-être qu'il n'est pas en souffrance. Est-il pâle? Est-ce qu'il y a un caractère d'urgence? Est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il boite? Sa posture dans la chaise? Est-ce qu'il y a des cannes anglaises? Etc. Ensuite, il va analyser le contexte. Si le patient consulte en urgence, au cabinet, à domicile, est-il accompagné, la période de l'année, les contextes épidémiologiques, etc. Toutes ces perceptions vont devoir être triées par le praticien en fonction de leurs valeurs relatives. Et les perceptions restantes, qui vont par la suite permettre d'orienter vers des hypothèses diagnostiques, vont devenir ce qu'on appelle les données initiales. Et de ces données, le praticien va se faire une représentation initiale du problème. Maintenant que le praticien a sa représentation initiale du problème, il va devoir fixer les objectifs en clarifiant les besoins du patient. Il devra tenir compte de ses attentes, de ses priorités et du contexte général. Si le patient est envoyé par un confrère, un référent, ou si l'information provient d'un tiers, il devra alors prendre connaissance de cette demande. Le praticien va devoir établir des priorités. Il doit identifier les besoins du patient et sa propre perception de ses besoins. Est-ce qu'il y a un caractère d'urgence? Est-ce que je suis la bonne personne pour y répondre? Ces différentes actions cognitives vont générer les objectifs de la rencontre qui orienteront la suite des décisions. Bien sûr, les objectifs ne sont jamais fixes. Ils peuvent être modifiés à chaque moment par de nouveaux éléments qui apparaîtront au cours du processus. La représentation du problème devient alors dynamique. À cette étape, le praticien va rechercher, lors de l'anamnèse et de l'examen physique, des données cliniques pertinentes qui vont lui permettre de confirmer ou d'affirmer certaines hypothèses explicatives qu'il a dans la représentation dynamique. S'il trouve une adéquation entre les caractéristiques de ces scripts et les données obtenues, alors l'hypothèse est retenue et on dit que la catégorisation est suffisante pour agir. Mais qu'est-ce qu'un script? De façon à s'imager, chaque praticien a dans sa tête des milliers de fiches et à chaque fiche correspond une pathologie. Et dans cette fiche, il y a les signes, les symptômes de cette pathologie, la physiopathologie, les conditions de survenue, les investigations, les traitements, l'évolution et la mémoire de cases antérieures, etc. Bien sûr, il devra également s'assurer qu'il n'existe pas d'autres hypothèses possibles. Du coup, le praticien prendra un peu de temps pour réorganiser les informations et rafraîchir sa représentation dynamique du problème. Mais si aucune hypothèse ne sont reconnues, alors là, le praticien devra utiliser ce qu'on appelle les stratégies de recours. Le praticien va donc utiliser des stratégies de recours afin de générer des hypothèses explicatives. Pour cela, il analysera selon des perspectives anatomiques, physiopathologiques, psychosociales, étiologiques. Il va également consulter des ouvrages, des articles, faire appel à d'autres professionnels de santé, faire des essais thérapeutiques, ou bien même observer l'évolution clinique avant d'entreprendre un traitement. Le praticien pourra également réévaluer sa façon d'aborder le problème. Tout ceci dans le but de réactiver des connaissances ou de créer de nouvelles connaissances qui iront enrichir les scripts. Les novices feront plus souvent appel aux stratégies de recours car leur expérience clinique est beaucoup plus restreinte. Les experts, eux, utiliseront les stratégies quand ils sortiront de leur domaine d'expertise. L'étape suivante est organiser les connaissances pour l'action clinique.
C'est l'étape qui garantit l'apprentissage continu. Chaque retour sur un épisode de soin est l'occasion d'affiner les connaissances ou d'en acquérir de nouvelles. On sait que ces connaissances sont organisées en mémoire sous la forme de scripts. Autrement dit, chaque épisode de soin vient enrichir les scripts du praticien. Dans le langage courant, on dit que l'exposition clinique nourrit l'expertise ainsi que l'ensemble des compétences. Certains scripts ont été suffisamment activés pour que le praticien puisse envisager de mettre en place une intervention thérapeutique ou une investigation. Le praticien choisira la meilleure option avec son patient pour mettre en place ces différents plans. Cette option est également influencée par divers facteurs propres au patient, dont ses besoins, ses valeurs, ses croyances et sa capacité d'observance d'un plan de traitement. Le praticien va pouvoir analyser les résultats des investigations ou du traitement. Ces résultats vont soit confirmer, soit infirmer la représentation dynamique clinique qui s'était faite du problème. S'il y a confirmation, alors la représentation du problème se stabilise et le processus de raisonnement se met en veille. Par contre, si les résultats ne permettent pas une stabilisation du problème, alors le praticien devra refaire une catégorisation et une nouvelle boucle du processus. Mais de toute façon, dans tous les cas, les résultats vont permettre soit de générer de nouvelles connaissances, soit de raviver des connaissances existantes. On a pu voir que la représentation du problème évolue tout au long du processus de raisonnement clinique. On est parti d'une représentation initiale, puis une représentation dynamique et enfin stabilisée. Mais on doit rester vigilant pendant ce processus et analyser nos propres activités cognitives. C'est-à-dire que nous devons nous assurer que le processus se déroule correctement et que le résultat produit soit satisfaisant. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure qui nous dit « Tu es trop speed, revois ton approche, attention au drapeau jaune, est-ce que tu as pris la bonne décision ?» Ce mécanisme de veille est appelé la métacognition. C'est une réflexion à propos de notre propre processus de pensée. C'est un peu comme si on s'écoutait ou si on se regardait penser dans le but d'améliorer le processus cognitif en cours. Et ceci, on le fait tout au long du processus ou alors à la fin. J'espère avoir un petit peu piqué votre curiosité et vous avoir donné envie d'aller un petit peu plus loin dans le processus de raisonnement clinique et je vous conseille ce MOOC sur la plateforme Edulib. Franchement, c'est très intéressant. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour le prochain 5 minutes de la clinique du coureur.